Merci d'avoir répondu à notre invitation dans ces temps qui sont difficiles à la fois pour les individus mais également pour les entreprises. D'ailleurs, on en est aujourd'hui victime puisque Erwan Seignerin, que certains d'entre vous connaissent, Erwan qui devait intervenir sur la partie newsletter, souffre de la dengue depuis 2 jours et ne pourra donc pas être avec nous. Donc la présentation sera assurée par Camille et Céline, que je vous présenterai dans un instant. Donc, au travers de ce webinaire qui sera, on va faire en sorte que ce soit un rendez-vous mensuel à partir de septembre, nous avons souhaité vous donner des éléments de réflexion vis-à-vis de la situation que nous vivons et tout particulièrement sur l'importance de la communication tant interne qu'externe. Nous sommes donc ensemble pour 1 heure avec 2 temps forts constitués d'abord par nos interventions puis un échange entre participants et intervenants. Toutes vos questions, ce que je vous demanderai, c'est que l'intervention, elle se fasse sur le chat, pour vous permettre de poser toutes vos questions sur le chat. On va les lister tout au long de l'intervention et à l'issue de celle-ci, nous répondrons question par question. On fera en sorte de répondre à toutes vos questions. Notre volonté, c'est de vous permettre d'avoir toute l'information souhaitée tout en respectant la durée initiale prévue. Et bien évidemment, nous serons aussi à l'écoute de chacun d'entre vous à l'issue de cette session. Voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même des questions d'ordre pratique, à les envoyer sur le chat. Là, a priori, nous sommes donc une dizaine. Alors, Camille, on va pouvoir démarrer. Ok, est-ce que c'est bon? Tout le monde voit mon écran? Ouais. Oui? Oui. Ok, très bien. Bon, bah, c'est parti. Bien. Alors, avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter en quelques mots notre société. Alors, Créolcy, c'est une marque de Formacom. C'est celle qui, notamment, nous a permis de faire paraître pendant près de 10 ans le web journal Le Quotidien. Aujourd'hui, Créolcy, c'est une entreprise de communication qui intervient auprès d'entreprises, de collectivités, d'associations pour gérer leur communication. Pardon. Nous accompagnons nos clients avec la particularité d'avoir une offre à la fois d'outils, mais également de contenu. Ça doit être sans doute une réminiscence du quotidien, mais on continue à aimer écrire. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 4 permanents avec en soutien externe des compétences complémentaires qui nous permettent de couvrir à peu près tous les besoins de nos clients. La stratégie globale, les sites internet, les réseaux sociaux, la réalisation de logos, de la communication graphique, des journaux d'entreprise, photos, vidéos, animation 3D, enseignes, brochures, bref, tout ceci peut être réalisé. Et surtout, l'idée, c'est de s'inscrire dans une démarche structurée dans un plan de communication. C'est ce qu'oublient bon nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille. C'est qu'on part un peu la fleur au fusil. Je vous donnerai un seul exemple qu'on retrouve régulièrement dans les petites entreprises. Les petites entreprises vont acheter à un moment donné, vont faire un acte de communication, vont par exemple acheter une publicité sur une radio, sur une télé, sur ce que vous voulez, sur un journal. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de plan, donc leur publicité qui leur aura souvent coûté très cher va tomber à l'eau parce que ça aurait été du one-shot. En fait, même une petite entreprise, il faut aussi avoir une stratégie. Alors, aujourd'hui, nous avons tous besoin de communiquer et de faire savoir, encore plus en temps de crise. La particularité de la crise que nous traversons est qu'elle n'est pas circonscrite à une structure, parce que ça arrive. Une crise dans une structure, ça peut être un problème économique dans l'entreprise, mais ça peut être aussi un problème social. Mais là, la crise que nous traversons, elle n'est pas circonscrite donc à une structure, ni même à une région, mais concerne le monde entier sans aucune exception. Donc, nous avons tous été impactés dans nos vies personnelles et professionnelles. Quelle est la place de la communication aujourd'hui? Alors, tout simplement, elle est primordiale. La communication, elle est au cœur du processus de gestion de la crise. Pour être efficace, elle suppose de respecter 2 règles. Premier point, ne pas communiquer pour communiquer. La communication en situation de crise, elle a pour principal objectif de restaurer ou d'accroître la confiance et l'image.
Il faut montrer qu'on est là, que le service n'est pas interrompu. Cela n'a notamment été le cas pour les restaurants qui ont pu, pour certains, maintenir une activité avec la vente à emporter et les livraisons. Ça fait partie des choses où il a fallu communiquer vis-à-vis de ses clients pour leur dire « nous sommes toujours là » et donc on ne fait pas simplement de la communication pour communiquer. Il faut aussi, par contre, se méfier des recettes ou se défier des recettes miracles. En situation de crise, l'entreprise doit avant tout chercher à comprendre et ajuster sa communication le plus finement possible à sa problématique. Une recette qui aura fonctionné avec bonheur dans une entreprise pourra malheureusement s'avérer désastreuse dans une autre. Donc, il n'y a pas une recette, il y a une réflexion par structure. L'importance de la communication, elle est bien évidemment exacerbée en temps de crise. La période incertaine que nous traversons, marquée notamment par le déconfinement, qui a suscité beaucoup d'espoir, mais espoir qui s'est évanoui en quelques semaines. Aujourd'hui, nous devons communiquer et bien communiquer. Pour ce faire, et c'est le but de notre rencontre aujourd'hui, pour bien communiquer, ce peut être par le biais de votre site et des réseaux sociaux, comme vous le présentera dans quelques instants Camille Legrand, donc qui est Community Manager. Ensuite, c'est maîtriser son image, notamment par la communication graphique. Cette partie qui sera présentée par Céline Relu, qui elle est Community Manager également, mais aussi infographiste. Et pour informer ses équipes, ses clients, ses financeurs, son public, c'est le biais des newsletters et des magazines, papier ou dématérialisés, avec Erwan Seignerin par la pensée et Céline Camille pour la présentation. Donc, personnellement, comme je vous l'ai dit, je devrais vous quitter à 11h30, mais je vous laisse entre les mains de deux professionnels, bon, moi ils étaient trois, mais on en aura deux, qui sauront répondre à toutes vos questions. Et bien évidemment, je resterai à la disposition de chacun à l'issue de ce webinaire pour poursuivre nos échanges, puisque un bon nombre d'entre vous, nous nous connaissons déjà. Nous avons pour certains déjà travaillé ensemble. Donc il est important que là aussi, on puisse enrichir notre offre et nos propositions, notamment de webinaires, tout au long des mois qui vont venir, pour que ce soit un outil qui soit au service de toutes les entreprises guyanaises. Voici, désolé pour mon petit chat dans la gorge. Merci en tout cas. Et donc, la première personne qui va intervenir, c'est Camille Legrand sur les réseaux sociaux. Donc, sans plus attendre, n'hésitez pas encore une fois à poser les questions sur le côté. Camille, c'est à toi pour les réseaux sociaux. Merci. Donc, rebonjour à tout le monde. Donc, ma partie, ça va être la partie plus digitale. Donc, digital en général, mais surtout des petits conseils, astuces et ce qu'il ne faut surtout pas faire en temps de crise, donc, actuellement. Mais ça s'applique après pour toutes sortes de crises que l'on peut vivre au quotidien. Donc, maîtriser sa communication sur les réseaux sociaux, c'est primordial de nos jours. L'omniprésence des réseaux sociaux vient renforcer un besoin de préparation pour les communicants de nos jours. Ça allie proximité et réactivité. C'est des canaux d'interaction qui représentent une opportunité pour une communication de crise mieux maîtrisée dans un premier temps. Et il faut savoir que les réseaux sociaux de nos jours, ils se concurrencent et ils se copient tous entre eux pour offrir à l'utilisateur une expérience unique, divertissante et aussi un côté informationnel. Donc, si vous aviez l'habitude de communiquer sur les réseaux sociaux pour votre activité, la crise sanitaire engendrée par l'épidémie du Covid a certainement eu un impact sur votre façon de communiquer. Donc, on va voir comment adapter sa communication sur ces canaux pendant une période de crise. Si vous n'aviez pas l'habitude, à contrario, de communiquer sur les réseaux sociaux et de façon digitale, il est l'heure de commencer à appliquer ces méthodes dans son plan de communication, et lancer vraiment un plan éditorial défini. C'est très important, cette partie d'avoir un plan éditorial prédéfini et carré. Donc, une présence sur les plateformes telles que Facebook, LinkedIn, Instagram est plus que préconisée et nécessaire, d'autant plus en période de crise ou bien de période de renouveau. Donc, cela passe par la création de pages vitrines de vos entreprises. Et le digital permet surtout de diffuser des informations, c'est ce qu'on verra dans les slides suivantes,
diffuser des informations qui seront plus courtes et plus percutantes que, par exemple, via un journal d'entreprise, où les informations seront plus complètes, plus diverses et plus larges. Ça, c'est la dernière partie qu'on verra avec la partie des newsletters. Donc, communiquer, comme a dit Thierry, oui, mais pas de n'importe quelle façon. Sinon, cela n'a pas d'intérêt. Il est important de garder une maîtrise et un contrôle sur sa communication et ainsi communiquer de façon plus visible, pertinente et non de façon oppressante. C'est très important ce point-ci également. Les erreurs et conseils que je vais vous donner sont aussi bien appliqués pour les structures qui sont déjà implantées en tant que digital sur les réseaux et sur des sites Internet, mais c'est aussi applicable pour les personnes qui vont lancer leur page, qui vont lancer leur réseau. Donc, dans un premier temps, pourquoi communiquer sur les réseaux sociaux et encore plus en période de crise? Donc, ça permet dans un premier temps de fédérer les internautes, de se créer une communauté et une enveloppe d'utilisateurs qui communiquent autour de votre activité. Dans un deuxième temps, ça va permettre d'informer, surtout en période de crise, c'est très important. Ça permet d'informer sur la situation, ça permet d'informer sur vos activités, sur votre structure, votre savoir-faire. Dans un troisième temps, ça permet aussi de partager. Partager, informer, ça revient un petit peu au même. Partager dans le sens où partager son expérience ou partager les activités de votre structure. Si votre structure est divisée en plusieurs pôles, par exemple. C'est le cas de certaines entreprises. Ça va également permettre d'augmenter sa visibilité, développer sa notoriété et accroître son carnet d'adresses. Voilà, ça permet de valoriser de façon très ciblée. Donc, se créer un carnet d'adresses, comme je viens de vous dire, d'apporter des contacts qualifiés dans votre domaine d'activité, dans votre secteur, que ce soit l'association, l'administratif, les offres et services, un magasin, voilà, c'est assez varié. Et en période de crise, ça permet aussi de recruter. On a eu le cas, par exemple, de communiquer sur les réseaux sociaux pour des structures de santé. Ça a permis de recruter en période de crise pour avoir du soutien de soignants et ce genre de choses. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Alors, les erreurs à éviter. Ce qui est très important, c'est aussi une des bases sur lesquelles il faut commencer. Donc, arrêtez de communiquer, tout simplement. Il ne faut pas arrêter de communiquer. Si vous avez stoppé votre communication, il est important de recommencer le plus rapidement possible, de façon progressive et pertinente, toujours. Une autre erreur à éviter, c'est être injoignable. Ne pas actualiser ses horaires d'ouverture, vos canaux de contact, l'activité de votre entreprise. Même en situation de crise, il faut rester joignable sur les réseaux et ouvert aux questions des internautes. Il faut être transparent sur l'actualité de votre entreprise et la situation qui le concerne. L'internaute doit être au courant de ce qui se passe et il faut être transparent et toujours informé. Occulter la crise, c'est une erreur également. Vous ne devez pas faire comme si tout allait bien. Votre audience fait face à la crise tout comme vous. Donc, tout dépend le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Il faut prendre des nouvelles, mettre l'internaute au premier plan et sonder-les, par exemple, par le biais de petits sondages, d'interactions, ce genre de choses. Donc, ne pas mettre à jour son actualité, comme je disais, la vie de la structure. Si, par exemple, vous êtes dans une structure où un service est fermé, très important de communiquer, ce genre de choses assez basiques. Imiter le concurrent, c'est aussi une erreur à éviter. Comme disait Thierry, il n'y a pas une recette miracle. Chaque entreprise a un plan de communication, des objectifs, des cibles. Et par exemple, ce qui aura marché chez le voisin ne marchera peut-être pas forcément chez vous. Donc, votre concurrent a eu une bonne réponse par rapport à une publication. Vous allez faire la même le lendemain. Ça va peut-être ne pas marcher. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon. C'est juste qu'il faut adapter votre communication sur les réseaux à votre cible et à vos objectifs. Et dernier point d'erreur à éviter, c'est d'être oppressant et d'assommer vos internautes. Votre communauté est en recherche d'informations, mais tout dépend du secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Si vous êtes un secteur d'activité qui est vraiment en lien avec la crise, oui, il faut l'informer en lien avec le coronavirus, gestes barrières, de la communication prévoyante. Si vous êtes un secteur d'activité qui est plus à l'écart, il faut en parler. Comme je disais, il ne faut pas occulter la crise, mais à petite dose et avec des informations pertinentes et percutantes. Chose très importante aussi, il faut prendre du recul.
En période de crise, il est important de gérer ses statistiques et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais également de faire de la veille et de l'analyse sur vos réseaux, sur votre entreprise et ce qui fonctionne en termes de digital. Donc, vous allez pouvoir voir la portée en termes sur vos derniers posts, le nombre d'interactions que vous avez reçues, donc tout ce qui est like, commentaires, partage, ce genre de choses. Vous pouvez aussi voir les heures de présence où les utilisateurs et vos abonnés ont été présents et connectés via vos réseaux. Et il faut aussi sonder tout ce qui est hashtag et mots-clés dans votre secteur pour pouvoir les utiliser derrière et du coup avoir des interactions plus ciblées par la suite pour vos publications. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une image avec un angle d'approche authentique et crédible, surtout en période de crise, encore plus en période de crise qu'en période normale. Donc quelques conseils à appliquer pour vous démarquer sur les réseaux sociaux, sur vos pages vitrines. Donc, des conseils de base, booster votre image. Donc, ça passe par une photo de profil pertinente, une photo de couverture Facebook, LinkedIn pertinente également, donc avec votre logo et les informations clés. Utilisez aussi des visuels attractifs, modernes et qui donneront envie à l'internaute de suivre vos actualités. C'est la même chose pour les photos. Céline y reviendra plus en détail après. Moi, c'est vraiment une petite aparté en termes des réseaux sociaux. Les vidéos. Si vous avez l'occasion de faire des vidéos courtes, c'est plus intéressant. Des petites vidéos avec des applications sur vos téléphones, c'est tout à fait possible. Et ça donnera un petit aperçu de votre activité. Les interactions, comme je disais, répondre aux messages, répondre aux commentaires, être en interaction avec l'internaute et utiliser des hashtags. Cibler les hashtags, comme je disais, en fonction de votre cible, de votre secteur d'activité, aussi de votre zone géographique. Il y a des hashtags qui vont potentiellement marcher dans certains secteurs, mais pas dans d'autres. Donc, bien faire attention à ça. Un autre point qui est très important, c'est la planification et la rigueur en termes de plan de com digital. Il faut élaborer un calendrier avec les thématiques à aborder, les rubriques, les publications pour que tout se déroule sans embûche et que votre plan digital et vos réseaux sociaux soient fluides. Donc, il faut maintenir vraiment une certaine rigueur dans votre communication pour affirmer votre capacité à surmonter la crise actuelle. Donc, ça passe par un calendrier, mais aussi programmer les publications. Donc, c'est en lien avec la stratégie et il y a possibilité de programmer à l'avance. Voilà, il s'agit de l'image. Donc, transparence et interaction, comme je vous disais, toujours être là pour l'internaute et bien répondre. En termes de contenu, après, ça passe par un contenu varié, divertissant, pertinent. Donc, pour certaines structures, faire des stories sur Facebook, Instagram. Donc, les stories, ça permet de garder le contact avec votre audience. Plus elle est mise en avant sur les réseaux sociaux, plus faut en profiter et mettre votre activité en avant. Donc, tout dépend, comme je disais, votre secteur d'activité, mais ça peut être la vie de l'entreprise, si c'est genre un restaurant, un supermarché, mettre la vie et l'activité de la structure. Des sondages, des questions proposées pour vos internautes pour justement montrer que vous êtes présent et en lien avec eux. Le but aussi, dans le but de varier votre contenu, c'est d'apporter de la valeur à vos réseaux. Donc, en temps de crise, il faut parler 20% de votre marque et 80% pour délivrer du contenu informatique. Donc, ça peut passer par de la veille avec de l'actualité, des actualités dans votre secteur d'activité. Donc, si vous êtes dans le médical, des partages d'articles en lien dans le médical. Ça peut être des fiches pratiques, donc sur le Covid ou sur autre chose. Ça peut être des infographies, des fiches astuces, conseils, des ressources, ce genre de choses. Il faut vraiment varier le contenu pour que l'internaute ne s'ennuie pas et du contenu varié à consulter sur vos réseaux et souhaite revenir tous les jours si vous publiez de façon régulière. Donc, il faut vraiment devenir un acteur dans votre thématique et dans votre communication. Alors, pour la partie un petit peu plus pratique, ça, c'est des exemples de publications sur les réseaux sociaux que nous avons proposés à certains de nos clients pendant la période de crise, qui ont fonctionné. C'est des publications variées en termes de contenu, en termes de visuel et en termes de format. Donc, on va les voir. Donc, par exemple, dans le cadre d'un restaurant, on avait proposé des recettes. Donc là, c'est une mise en avant avec une story sur Instagram d'une petite recette. La recette était
étaient sur leur page Facebook et sur leur Instagram de façon plus complète avec le déroulement, un visuel attractif et des stories pour dire à l'internaute et aujourd'hui j'ai publié une recette, je suis là, allez voir ma page, allez consulter ma page. Et c'est de façon récurrente dans le sens où c'était publication tous les 2-3 jours. Donc c'était un rendez-vous avec l'internaute qui l'attendait en fait tous les 2 jours. Hop, on a les visuels justement de Maëva pour MS Consulting. Donc là, c'était de la mise en avant de ses offres, des offres et des services qu'elle pouvait proposer. Donc en lien justement pour aider les entreprises pendant la crise. Donc ça passe toujours par des visuels attractifs. Ces publications, nous les avons boostées également parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut booster les publications en les monétisant sur les réseaux. Pas obligatoirement en mettant des sommes astronomiques, mais en mettant 5-10 euros, en choisissant sa cible et son secteur de personnes à qui on le partage. Il y a possibilité de toucher vraiment un large panel et d'avoir une visibilité accrue facilement et en un clic via le boostage des publications. Donc là, c'était pour des offres avec toujours le petit texte qui va bien, la notion de contact et la notion d'offre et de service, avec l'information clé qui est au cœur de la publication. Ici, en termes de publication de crise, on passe par des fiches pratiques sur le coronavirus. Comme je disais, ça peut très bien être des fiches pratiques sur un tout autre sujet qui est en lien avec votre secteur d'activité, comme on verra après. Là, c'était des fiches pratiques sur le lavage des mains par friction hydroalcoolique. On en a fait plusieurs, par exemple, retourner en entreprise avec le déconfinement, ce genre de choses, les gestes barrières adoptés, le masque, voilà, donc toujours sous forme de visuel attractif, ludique et où l'information est percutante directement. En termes de publication, nous avons également les activités. C'est toujours très important de communiquer sur l'activité de votre entreprise et de votre structure et de ne pas faire le muet et de continuer à montrer que ça continue de se dérouler, pas de façon normale puisque ce n'est pas forcément le cas, mais que la vie continue et que les activités continuent au sein de la structure. Et une autre publication, donc ça revient un petit peu au même avec la fiche pratique sur le gel hydroalcoolique. Ici, c'est une fiche pratique ciblée sur le secteur d'activité de la structure, donc c'est à pas de géant, et c'est des conseils sur le sport, l'activité physique, voilà, des choses qui sont facilement à faire à la maison en temps de crise, en temps de confinement, et qui permettent à la fois d'informer, mais aussi de divertir en termes de contenu. Et donc, pour terminer sur cette partie des réseaux sociaux, c'est bien, on a parlé des erreurs à éviter, des objectifs, des conseils et des exemples de publications clés, mais il faut aussi penser à l'après-crise. Donc, comment mieux appréhender l'après-crise? Les habitudes vont changer après la crise du Covid. Les comportements de consommation sont aujourd'hui fortement impactés par la crise et logiquement, certaines habitudes devraient perdurer. Donc, hausse de la vente en ligne, intensification de la communication sur les réseaux sociaux, utilisation plus régulière des canaux de messagerie, donc type WhatsApp, les mails, les plateformes aussi de réunion, ce genre de choses. L'utilisation des réseaux sociaux a bondi depuis le déclenchement de la crise, on le voit, toutes les plateformes et toutes les boîtes, dans 90% des cas, se sont tournées vers le digital. Et pour lutter contre la perte de confiance des internautes, il est nécessaire de miser sur des valeurs fortes comme la solidarité, la transparence et l'utilité en termes de contenu sur vos réseaux sociaux. Donc, il est vraiment important dans votre plan de communication d'identifier et de comprendre les attentes des utilisateurs, d'adapter son offre pour mieux y répondre et d'adapter son message sur les différents canaux de communication. Donc, ça passe par le fait d'envisager une construction sur le long terme en termes de plan de communication pour maintenir la confiance des individus en termes de digital et de communication dans sa globalité. Céline, je te laisse la main pour la partie des visuels. Je vais me permettre juste de faire le lien, si vous permettez. Vas-y. Nous t'écoutons. C'est de vous dire que le travail que nous menons là, c'est aussi de se dire la Guyane vit une crise qui est très particulière parce qu'elle est non seulement mondiale, elle est aussi nationale et elle est aussi très, très locale. Et donc, il est important qu'on se rappelle bien de ça. Et je voulais juste donner un dernier mot sur l'importance à la fois de communiquer effectivement vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos financeurs, vis-à-vis de communication institutionnelle
vis-à-vis de l'extérieur, mais surtout de bien communiquer en interne. Ça aussi, c'est un point essentiel. Oui. Alors, je m'arrêterai là. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de webinaire, pardon. Et donc, Céline et Camille vont très bien s'occuper de vous jusqu'à la fin. Et j'aurai l'occasion de converser avec les uns et avec les autres, je suppose, dès le courant de semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à me renvoyer vos questions ou vos impressions à l'issue de celui-ci. Céline, je te cède la parole et je vous souhaite une bonne continuation. Très bien. Ben, rebonjour tout le monde et merci de nous suivre jusque-là. Alors moi, ma partie va vraiment s'axer sur la communication, mais l'image, sur l'infographie. Parce qu'il faut savoir aussi que, justement, comme a pu le mentionner Camille, cette crise a vraiment changé l'utilisation de la communication. On se tournait déjà vers le digital peu à peu. Et aujourd'hui, ça se radicalise réellement parce que les besoins en communication sont différents. Les entreprises, elles ont besoin de rassurer, elles ont besoin de plus de communiquer. C'est une période qui est marquée par une baisse d'activité. Et pour le coup, il faut vraiment se démarquer. Il faut pouvoir, autant dans la réalité, enfin dans le quotidien, nous avons plusieurs façons, nous avons plusieurs canaux de communication qui nous permettent à chacun de nous démarquer, de porter notre voix, de porter notre identité. Mais en période de crise, c'est beaucoup plus compliqué, puisque la distribution, ce qu'on appelle le print, est moins utilisée, puisqu'il faut éviter les contacts. La communication radio, certes, mais voilà, le digital devient vraiment l'outil indispensable, et je vais vraiment insister sur le mot indispensable de la communication. Donc, pour commencer, nous allons passer par l'identité visuelle. Pourquoi ce choix ? Parce qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer dans la communication, il est important que chacun puisse définir son identité, et parce que c'est le b.a.-ba en fait de la communication. Donc, votre identité visuelle, elle se doit d'être pertinente. Ce que j'entends par pertinente, c'est qu'il faut un logo, une charte graphique, certes, mais qui correspondent à votre cible et à vos valeurs. Alors, ce que j'appelle valeur, ce n'est pas l'éthique. La valeur, c'est vraiment ce qui vous caractérise. Par exemple, un hôpital, ses valeurs, ce serait le soin, la proximité et pourquoi pas l'accompagnement. Donc, à vous de définir lorsque vous montez votre projet, ou même s'il est déjà établi, parce que ça peut arriver que vous ayez une structure qui n'ait pas d'identité, et ce n'est pas grave. Il faut que vous puissiez vraiment établir vos valeurs afin justement de définir votre charte graphique. Et cet outil-là, il vous sera utile dans toute votre communication, que ce soit pour vos fichiers administratifs comme pour les réseaux. Alors nous allons essentiellement nous axer sur les réseaux sociaux, sur le digital. Enfin, je dis réseaux sociaux, mais ça peut être les sites web, tout ce qui concerne le digital. Et vous constaterez qu'en effet, une identité assez forte peut changer toute la donne. C'est-à-dire que dès l'instant que vous allez communiquer, sans avoir à établir de visuel particulier, on saura que c'est vous, que c'est votre boîte qui communique. Alors, il y a des exemples de logos, parce que voilà, c'est la clé de la communication. Ensuite, nous allons passer pour la communication, mais en période de crise. Alors, ce que cette crise a apporté à la communication, ce sont différentes problématiques. Le développement de l'activité concurrentielle, la digitalisation des services, le besoin de communiquer qui est plus accru et de nouvelles habitudes de consommation. Donc, la digitalisation des services, c'est un pas qui est entamé depuis déjà il y a quelques années, depuis au moins 5 années. Mais avec la crise, justement, il s'est beaucoup plus développé. Si on doit s'axer sur le plan local, la digitalisation est beaucoup plus récente. On peut vraiment parler de 2 ans ou 3 ans maximum. Et donc l'accès, le développement des services aussi.
il y a ce qu'on appelle le développement de l'activité concurrentielle. C'est toutes ces entreprises qui, justement, ont fait le choix, malgré cette crise, de maintenir leur activité et, pour le coup, d'être présentes sur les réseaux en mettant en place, pour le coup, de nouveaux services. Que ça soit sur Facebook, la prise de rendez-vous, que ça soit sur des plateformes maintenant de livraison. Et donc, du coup, ça a engendré des habitudes de consommation. Parce que nous savons aussi qu'en Guyane, nous aimons beaucoup le visu, nous aimons beaucoup le contact. Et nous n'avons pas encore dans nos mœurs cette habitude de commander, de se faire livrer. Et ça se développe de plus en plus grâce à la crise. Il faut aussi voir votre positionnement. Alors, une identité, elle se doit d'être impactante. Mais ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que des fois, à trop faire, on peut avoir l'effet inverse. Il y a aussi des codes dans la communication, des codes esthétiques qui permettent de vous adresser à votre cible. Donc, il y a des objectifs qui sont développés justement par le biais de ces codes, qui sont développés par l'identité que vous voulez avoir, qui sont les objectifs de conversion. Ce qu'on appelle la conversion, c'est la transformation de la cible en client, que ce soit l'achat, que ce soit juste en tant même que prestataire. Et il y a les objectifs de mémorisation. Alors celui-là, je veux vraiment que vous le reteniez parce que, à mon sens, c'est le plus important dans la communication. Une identité qui se mémorise ne va peut-être pas forcément vous apporter, va pas forcément faire une conversion directement à la personne qui voit le logo ou la personne qui voit votre communication, mais le fait qu'elle soit ancrée dans les esprits permet la propagation de votre information, de votre message. J'aime bien prendre comme image le poison qu'on met pour les petites fourmis. Alors oui, poison, ça peut être assez violent, mais vous comprendrez pourquoi. Lorsqu'il y a un poison lorsque vous mettez une petite goutte, chaque fourmi vient prendre un petit peu dans cette goutte et la transmettre à toutes les autres petites fourmis. Et ainsi, tout le nid est contaminé par ce poison. Ben, c'est un peu pareil. Alors, c'est peut-être pas le meilleur mot, le mot poison, mais c'est vraiment cette image-là qu'il faut retenir pour une identité forte. Donc, je vous ai mis des exemples. Donc, on reprend aussi l'idée de la transmission du message. J'ai pris comme exemple Allo Geffray et Wheezy. Alors, Allo Geffray, qui est une plateforme, je pense maintenant tout le monde connaît sur le plan local, qui est une plateforme de livraison à domicile, essentiellement axée sur les restaurants, mais justement, avec la crise, d'autres types d'entreprises ont intégré la plateforme, notamment de la téléphonie mobile, des magasins de chaussures, des magasins de vêtements, qui a eu une identité assez simple, avec une iconographie très explicite, qui pourtant se reconnaît n'importe où. C'est-à-dire que quel que soit le visuel qu'ils vont utiliser, donc j'ai choisi de vous montrer un visuel, une publication, quel que soit le visuel qu'ils utilisent, nous savons que c'est Allo Geffray. Les couleurs, parce que le choix des couleurs aussi d'une identité est très important. Ils ont choisi du rouge. Alors, en général, on peut considérer que le rouge est agressif, mais pour le coup, avec une iconographie assez épurée, assez simple, et même, pourquoi pas, enfin, accueillante, nous aurons toujours tendance à, quel que soit l'endroit où nous irons, implicitement avoir ce message. Demain, quelqu'un a faim, on se souviendra, bah tiens, je me rappelle que j'ai vu quelque part une affiche, Allo Geffray, et donc oui, je peux te faire livrer à manger, par exemple. J'ai choisi Wheezy. Alors Wheezy, c'est parce que pour moi, c'est une identité qui est assez paradoxale, parce que souvent, lorsque vous créez votre identité, on vous demande à ce qu'elle soit propre à vous, certes, mais adéquate, donc en fonction du message que vous voulez transmettre. Par exemple, une entreprise de conseil n'aura certainement pas la même charte graphique qu'une entreprise alimentaire. Le conseil est censé rassurer, est censé apporter une connaissance, donc on choisira souvent des codes qui sont beaucoup plus doux, des couleurs douces ou peps, et puis des polices aussi qui ne soient pas agressives. La communication,
c'est pareil. Les compagnies téléphoniques souvent nous offrent des identités qui sont certes peut-être un peu brutes pour certaines, mais qui quand même apportent une image rassurante ou en tout cas structurée. Wheezy, il est un peu aux antipodes de ces codes parce que nous avons déjà les couleurs qui sont très agressives. Il faut penser à ça aussi quand vous créez votre identité, à ne pas agresser votre utilisateur. Ils ont choisi des couleurs agressives, complémentaires, et pourtant ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que justement, je pense que toutes les personnes qui ont pour la première fois vu ce logo, qui ont pour la première fois vu ces visuels qui sont assez bruts, ont été interpellées. Il y a aussi ce que les logos évoquent. Si on doit comparer Wheezy et Allo Geffray, par exemple, Allo Geffray, on aura quelque chose de plus sécurisant et peut-être plus accueillant. Wheezy, ça peut évoquer le low cost. Mais c'est pas péjoratif en disant low cost, c'est le côté accessible. C'est pour tout le monde, avec des forfaits concurrentiels. Donc, quand vous créez votre identité, il faut vraiment penser à tout ce que vous voulez transmettre et au parti pris aussi, parce que ça peut être 50-50. C'est-à-dire que ça a fonctionné pour Wheezy comme ça peut ne pas du tout fonctionner pour quelqu'un d'autre. Ensuite, nous allons aborder comment adapter sa communication. Alors, l'identité visuelle, c'était vraiment pour que vous soyez, pour vous contextualiser. Et ensuite, nous verrons comment utiliser justement votre identité dans votre communication. À chaque canal de diffusion, il y a une communication. Ce que j'entends par canal de diffusion, ce sont les médias que vous utilisez. Donc, ça peut être la radio, ça peut être des impressions, comme ça peut être le digital. Nous allons nous axer essentiellement sur ce qui concerne l'infographie, ce qui est visuel. Nous ne communiquons bien entendu pas de la même façon sur nos canaux de diffusion. Sur le print, il y a des limites. Il y a des limites de format, des limites de support et des limites de temps de lecture. Alors, le temps de lecture, je vais vous demander de vous projeter quelques instants à l'instant où justement on vous transmet un flyer. Quel est celui que vous retenez? Quel est celui que vous jetez? Quel est celui que vous refusez? Et posez-vous la question, pourquoi avez-vous ces réactions-là? Pourquoi conserverez-vous un flyer plus longtemps qu'un autre, même si c'est le temps d'1 heure, même si c'est le temps de 30 minutes, même si c'est quelques jours? Pourquoi ressentez-vous le besoin de rejeter certains flyers, hormis les questions écologiques, bien entendu? Et pourquoi ressentez-vous aussi le besoin, juste par exemple, de jeter un coup d'œil? Et quelle est l'impression que vous laisse cette interaction-là? Pour certains, ce sera juste de l'absorption d'informations. Vous allez juste retenir une information et ça vous sera suffisant. D'autres auront besoin de s'imprégner l'information, qui vont conserver le flyer parce qu'il y a des informations peut-être plus denses, très intéressantes. Et puis d'autres seront hermétiques à l'information. Il y a des raisons à cela. Lorsque vous créez un visuel, il faut vraiment prendre en compte ce que vous voulez transmettre, mais aussi l'utilisateur. Et souvent, c'est un défaut que nous avons, car nous ressentons l'urgence de communiquer. Et donc, plus on ressent cette urgence, plus on a besoin de fournir des informations. Il faut apprendre à synthétiser. Vos informations, il faut qu'elles soient sur vos visuels essentiels. Et c'est ce qui permettra que l'utilisateur, justement, la garde et la transmette. Donc, on revient encore sur cette idée de mémorisation, parce que ce qu'on appelle la mémoire photographique, la mémoire visuelle sur vos supports, elle est plus que primordiale. Donc, j'ai pris un exemple, l'exemple de McDonald's, qui ont fait une affiche. Excusez-moi. C'est du print, elle est simple, elle est très simple, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais nous reconnaissons d'entrée l'identité et nous avons percuté d'entrée ce qu'ils veulent nous transmettre.
Nous avons compris qu'il s'agit de livraison et nous avons compris que c'est McDonald's. Et c'est suffisant. Parce que justement, il faut que l'utilisateur ait besoin d'aller vers vous à la quête d'informations supplémentaires. Votre support de diffusion, votre visuel, n'est pas là pour donner dans le détail tout ce que vous voulez transmettre. Bien au contraire, son utilité, c'est de signaler que vous existez, que vous avez des services et justement que vous aimeriez qu'on vienne vers vous. Hop là. Bon, désolée. Donc, le digital, il apporte certes plus de limites. Enfin, mais décidément, qu'est-ce qui se passe avec? Hop là. Donc, le digital, il a certes ses limites, enfin moins de limites du moins que le print, mais il en a tout de même. Sur le digital, vous pouvez diffuser plusieurs types d'informations. Ça peut être juste une image, ça peut être une vidéo, ça peut être parfois une simple petite animation. Et c'est ça sa magie. Mais cependant, il y a des limites, que ce soit des limites de format également. Et je pense que c'est la limite que l'on rencontrera le plus dans le digital, car en fonction du type de publication que vous voulez faire, vous ne pouvez pas composer votre visuel de la même façon. Une bannière publicitaire, par exemple, contiendra un certain nombre d'informations, contrairement à un post. Un post peut se permettre de n'avoir quasi aucune information, juste du visuel, parce que dans la description du post, il y aura toutes les informations nécessaires. Une vidéo, pareil. Une vidéo, vous pouvez faire le choix qu'elle soit à un certain temps, tout comme pour faire le choix qu'elle soit plus longue. Alors, ça aussi, on reprend les mêmes notions que pour le flyer que l'on vous distribue dans la rue. Une vidéo, il faut savoir que sur le digital, nous pouvons évaluer le temps d'interaction des utilisateurs. Vous pouvez très facilement définir ce qui intéresse un utilisateur et ce qui est peut-être plus pertinent pour lui. Donc, vos vidéos, en général, on vous conseille de les choisir pas très longues, surtout si c'est pour une petite information, ou de choisir un format de bien précis, de bien annoncer quel type de format que vous voulez. Si c'est juste de la publicité, ce sera une petite vidéo. Si c'est un direct ou si c'est une petite conférence aussi que vous allez diffuser, à chaque Allô, allô? Est-ce que quelqu'un m'entend ou c'est juste Céline? Oui, moi j'entends. Ok, je pense qu'on a perdu la connexion de Céline. Je vais voir avec elle. Ok, bon, je pense que ça vient de son côté, sa connexion. Ne bougez pas, je vais essayer de l'appeler. Désolée, nous avons eu un souci de connexion, ce sont les aléas. C'est bon. Vas-y. Alors, du coup, je ne sais pas à partir de quand ça a coupé pour vous. Ça a coupé au moment de… Tu parlais des vidéos, il me semble, et le format, tu parlais de conférences. D'accord. Alors oui, donc pour revenir à ce que je disais, il faut vraiment établir, en fonction de votre cible, le type de format de communication. Donc nous n'allons pas nous attarder sur les vidéos, mais nous allons rester sur tout ce qui est visuel. Les images, pareil, que pour les vidéos, il y a un temps de réaction et elles peuvent générer des interactions ou pas.
beaucoup pensent que le fait qu'une image ait généré peu d'interactions signifie qu'elle n'a pas eu d'impact ou qu'elle n'a pas fonctionné, qu'elle n'a pas d'importance. Or, c'est faux. Il y a quelque chose que l'on appelle les impressions, et ce nombre d'impressions-là, justement, est très important. Les impressions, c'est le nombre de personnes qui a vu votre image, qui a interagi avec, mais pas d'interaction visible. C'est juste cliquer sur l'image. Et ce petit geste-là, il a son importance car l'utilisateur a pu mémoriser l'information que vous avez voulu transmettre, que ce soit consciemment ou pas. Et ce qui signifie que plus tard, au cours d'une discussion, par exemple, il pourrait retransmettre cette information-là. Ou alors, dans d'autres circonstances, avoir un rappel à cette information. Et c'est très nécessaire. Aussi, sur vos réseaux sociaux, il faut faire attention, mais ça, Camille l'a évoqué également. Et Camille l'a évoqué également dans sa partie. Il faut faire attention à ce que nous voulons transmettre aux utilisateurs. Il faut éviter d'être trop anxiogène. Il faut éviter aussi de revenir sur la situation de crise. Il faut dégager votre identité et pourquoi pas, comme certains le font, jouer sur l'humour, mais tout en restant dans l'information, tout en restant dans le partage du message. Camille, hop là. On a un souci informatique avec... Ça bloque sur cette slide, ouais. Ouais. Tu as la main là? Oui. Ben, j'aimerais en fait faire le retour. Attends, ne passe pas. Parce que tu appuies dessus et du coup ça me... On revient sur cette slide-là, ouais. Ouais, ça a bloqué. Voilà, je te laisse la main. Ok, merci. Donc, pour revenir à votre communication, il vous faut qu'elle soit concise et impactante. Il faut optimiser votre discours. Donc, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, nous avons tendance à vouloir trop communiquer. Or, ce n'est pas forcément nécessaire. Il faut adapter votre discours à la cible et à vos objectifs. Il faut également, le moins que vous en donnerez, il faut être synthétique. C'est pour ça que j'ai mis the less is more, parce que c'est vraiment la clé dans la communication. Apprenez à être synthétique. Une image qui a trop d'informations peut rebuter. Elle peut rebuter, il faut aller à l'essentiel, quitte à compléter dans vos visuels, comme vous pouvez le voir sur l'exemple. Il faut rester fidèle, surtout à votre image. Donc, nous revenons à l'idée de charte graphique. Faut que lorsque vous postiez quelque chose, même si l'utilisateur ne s'arrête pas dessus, même si cette chose-là passe dans votre feed, nous saurons que c'est vous qui avez posté. Parce qu'il y a quelque chose qui est, justement, votre charte permet de rendre votre communication unique et de faire savoir que vous avez communiqué. Et donc, pour le coup, l'utilisateur, dans ses habitudes d'utilisation, il y a ces espèces de petits réflexes qui s'implantent chez lui. Lorsqu'il voit une information passer, certes, il peut passer devant et puis plus tard se dire « Ah ben tiens, il me semble que j'ai vu quelque chose » et revenir dessus. Donc, c'est très important de rester fidèle à votre image. Et ce sera tout pour la partie de la communication graphique. Pourquoi nous n'avons pas plus développé, car ça fera l'objet de d'un autre webinaire, désolé. Hop, je ne sais pas pourquoi ça... Désolé, ça bloque.
Allô, allô? Je pense qu'on l'a perdu. Vous m'entendez? Ça a rebloqué, oui. Ouais, la connexion, elle est instable aujourd'hui. Oui, oui, Désolée. oui. Tu veux revenir à quel menu? C'est au dernier menu, celui de la communication concise et impactante. Bah tiens, vas-y, normalement tu as le contrôle. Hop là. Alors du coup, je ne sais pas jusqu'où ça a coupé. Rester fidèle à son image. D'accord. Voilà. Alors oui, il est important que vous restiez fidèle à votre image, mais surtout, il y a des choses à éviter. Lorsque vous communiquez, c'est vrai que c'est tentant souvent de... Je sais pas pourquoi ça a planté. Désolée. C'est vrai que c'est tentant de communiquer surtout, c'est tentant de parler aussi de votre situation, c'est tentant de présenter ce qui se passe, l'actualité, mais comme l'expliquait Camille, ça peut avoir des proportions anxiogènes qu'il faut éviter. Et puis, malgré l'étendue des possibilités qu'accorde le digital dans la communication, il y a toutefois des choses à éviter. Donc, comme j'ai pu le dire, la communication anxiogène, il faut faire attention aux codes culturels et sociétaux. Alors, ce que nous appelons les codes culturels et sociétaux, ce sont, par exemple, à titre d'exemple, il y a quelques années, il y a eu une campagne de festival, le magasin de vêtements à Cayenne, qui, dans ses affiches, avait partagé avait présenté une famille assise sur un tambour, enfin une femme ou un enfant assis sur un tambour. Culturellement, en Guyane, c'est sacré un tambour, on ne s'assied pas dessus. Donc, lorsque vous faites une communication, il faut faire attention à ce genre de petits éléments, à ces codes, notamment pareil pour les codes d'une société. Il y a certaines choses qu'il serait mieux de ne pas communiquer ou alors de ne pas trop évoquer en fonction de votre public, en fonction de la sensibilité. Il faut en tenir compte. La sensibilité de certains sujets, compte tenu des contextes environnementaux. Donc, je vais vous donner un exemple de communication, justement, qui a été néfaste, car souvent, nous voulons reprendre des faits d'actualité, ce qui est bien en soi, mais il faut le faire avec parcimonie. Il faut savoir orienter, quand bien même ce soit dans le cadre de l'humour, il faut savoir orienter sa communication et de faire de sorte à ce qu'elle ne vous soit pas néfaste. Il faut faire attention à l'image de votre société. Donc là, nous avons comme exemple Wib, qui est un snack en Martinique, qui a choisi de jouer sur les faits d'actualité, qui sont les cas de violence policière aux États-Unis. Pourquoi pas? Seulement, ça a été mal reçu parce que c'est un sujet qui est sensible et qui plus est un sujet sensible dans notre communauté et du coup, ça génère des buzz négatifs et ce sont des choses à éviter. Donc, quand vous souhaitez communiquer, faites attention surtout à la tournure que vous voulez donner à vos visuels. Et voilà, et c'est tout. Et aussi, il y a d'autres exemples de communication qui, par exemple, jouent en effet sur les faits d'actualité, mais sont plus intelligentes. C'est-à-dire que, par exemple, là, nous avons la communication, une affiche humoristique, parce que vraiment, c'est certes pas hygiénique et c'est certes pas le plus sécurisant, mais nous le prenons quand même avec humour. Parce qu'il faut que les marques puissent quand même subsister, puissent quand même survivre à cette crise. Donc, comment expliquer? Leur activité ne sera pas la même, c'est sûr, pendant la crise sanitaire. Et la vôtre aussi, peut-être éventuellement. Et donc, par moment, nous pouvons user de petits
visuels de ce genre-là, d'humour pour dédramatiser la situation. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que cela apporte à votre clientèle ce côté plus humain. Elle se sentira peut-être plus proche de vous, elle saura que nous partageons tous la même galère, nous sommes tous dans le même bateau, mais que malgré tout, vous pensez à eux, vous ne transmettez pas votre angoisse, parce que je peux reconnaître que c'est une situation qui peut s'avérer angoissante, surtout pour les petites entreprises qui, bien entendu, n'auront pas le même chiffre d'affaires qu'elles ont habituellement et qui devront, pendant plusieurs mois, trouver le moyen de sortir la tête de l'eau. Donc, ça peut être une stratégie assez efficace et qui plus est, qui permet aussi à l'utilisateur de vous garder en mémoire. Ça vous permet de continuer d'exister, même si votre activité, soit elle est arrêtée, soit elle est diminuée. Donc, pour la partie communication, la partie graphique, nous allons nous écourter ici parce que ça fera l'objet, comme je peux expliquer, d'un autre webinaire où nous pourrons aller vraiment dans plus en approfondissement dans le sujet. Ensuite, nous allons attaquer les newsletters en interne et en externe, qui normalement, comme nous avons pu vous l'expliquer, est la partie d'Erwan, mais en ce moment, il ne pourra pas être présent. Donc, nous allons nous en charger, Camille et moi. Donc, une newsletter, c'est une lettre d'information qui désigne un outil de communication et qui consiste à envoyer des informations par courrier électronique, support papier ou via les réseaux sociaux à une liste de destinataires. Le contenu, il a la vocation première d'informer et de renseigner le contact sur un sujet qui l'intéresse, sur les actualités de l'expéditeur ou encore mettre en avant des offres commerciales et offres promotionnelles. Donc, il faut que vous puissiez avoir la possibilité de transmettre à que ce soit vos clients, que ce soit même vos prestataires ou pourquoi pas vos partenaires, ce qui se passe au sein de votre activité. Alors, peut-être pas forcément au cœur de votre entreprise, mais ce qui se passe dans votre domaine. Ça permet de garder un lien et pourquoi pas d'échanger aussi des nouvelles perspectives. Car ce que vous transmettez en termes de newsletter, vous pouvez avoir des retours qui pourront vous apporter des choses constructives pour votre entreprise, que ce soit peut-être la création de services ou définir aussi des attentes d'utilisateurs. Et aussi, pourquoi pas développer des projets qui pourraient répondre à de nouvelles attentes ou générer de nouveaux besoins. Pour ma part, je laisserai Camille continuer la présentation des newsletters et vous expliquer de manière plus approfondie leur utilité. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je reprends la main pour aller plus dans le détail sur la différence entre la newsletter interne et la newsletter externe. Même s'il y a des similitudes entre les deux, les objectifs et le contenu ne sera pas le même quand on communique en interne et quand on communique en externe. Donc, pour un journal d'entreprise, qu'il soit interne ou externe, il est important que le dispositif s'inscrive dans un plan de communication établi. On sait ce que l'on fait, pourquoi on le fait. D'un numéro à l'autre, le lecteur, que ce soit en interne ou en externe, toujours, je parle de façon générale ici, le lecteur doit retrouver une mise en forme identique. Donc, ça passe par à peu près les mêmes rubriques, un agencement identique et également en ce qui concerne la charte graphique. C'est important que la charte graphique perdure d'un magazine, d'un numéro à l'autre. Voilà. Et il en est de même pour la publication qui doit se caler sur un rythme régulier. Il faut, comme dans le cadre des réseaux sociaux, se faire un plan éditorial de publication et essayer de le respecter un minimum pour que les lecteurs puissent avoir un rendez-vous régulier, que ce soit mensuel, hebdomadaire, annuel, trimestriel. Après, c'est votre choix de réflexion.
Donc, avant de vous lancer, toujours en général, il faut prendre le temps pour chaque numéro de définir précisément l'objectif de votre publication. Pourquoi et dans quel but vous voulez le partager. L'essentiel, c'est également, comme je disais, de trouver un rythme de publication faisable pour vous, pour votre structure, et donc de le respecter, comme je disais. Donc hebdomadaire, mensuel, trimestriel. Tant que le contenu que vous proposez le justifie, vous pouvez adapter la fréquence. Ça ne sert à rien de faire une newsletter toutes les semaines si c'est pour que votre contenu soit vide et que vous n'appreniez rien de plus à vos lecteurs que la semaine précédente. Voilà. Toujours dans le cadre de la communication, il faut que ça soit pertinent, percutant et qu'il y ait un réel enjeu derrière. Donc, on va passer dans un premier temps aux newsletters internes. Donc, on parle plutôt de journal interne d'entreprise. Donc, avec l'essor des nouvelles technologies et le contexte délicat de la crise actuelle, communiquer efficacement en interne, c'est devenu un élément incontournable et surtout crucial pour une entreprise. Mettre un tel outil en place, tel que la newsletter, le journal interne, c'est une démarche dont la réussite dépend de la façon dont il sera implanté dans la vie de l'entreprise en termes de fréquence et d'informations partagées. Donc, ça revient un petit peu même à ce que j'ai dit au départ. Il faut vraiment implanter ça dans votre plan de communication. Donc, les journaux internes sont des outils de communication permettant notamment d'installer une certaine cohésion au sein de votre entreprise et de favoriser les échanges entre salariés et, par exemple, le pôle de direction. Ils permettent de renforcer ce lien, un lien qui s'établit par un dialogue formalisé et couché sur papier, ou numérique, ou print, digital. Après, ça, c'est à vous de faire le choix du format, du support. C'est ainsi un outil phare du management des ressources humaines, surtout en temps de crise. On a vu de par certains supports proposés à certains de nos clients que cela avait vraiment un réel impact au sein de l'entreprise. Et il est surtout très important que le journal d'entreprise ne s'adresse pas à une seule catégorie de salariés. Chacun doit y trouver son compte au sein de la structure. Ce n'est pas seulement cibler un seul service, une seule catégorie de salariés, c'est cibler toute l'entreprise en général. Donc, les objectifs d'un journal interne, ils sont nombreux. Donc, dans un premier temps, rassurer quant à une situation tendue, les salariés. Donc, le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Vraiment, le besoin de conserver un lien avec vos salariés. Fidéliser les salariés, justement. Garder le contact, comme je disais. Donner du sens aux missions de chacun. En temps de crise, c'est très important de montrer l'implication des différents services, les activités, ce genre de choses, montrer que les salariés sont impliqués dans la vie de l'entreprise, même en temps de crise et d'autant plus en temps de problématiques actuelles. Ça permet de partager des informations utiles qui n'auraient peut-être pas été partagées si on est dans le cadre d'une grande structure. C'est vrai que communiquer entre chaque structure, ça peut être compliqué vu qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'informations. Donc, le but du journal interne, c'est vraiment de centraliser toutes ces informations pour qu'elles arrivent directement aux salariés et par un seul biais et très rapidement. Voilà. Et ça permet également de valoriser la culture d'entreprise en renforçant notamment le sentiment d'appartenance à une seule et même entité et ça renforce le sentiment de solidarité en période de crise comme la crise que nous vivons actuellement. Donc voilà, donc informer, rassurer, fidéliser les salariés. Donc en termes de rubriques, pour un journal interne, les catégories peuvent être plus ou moins développées. En général, on trouve un édito, des brèves avec des nouvelles relatives à l'entreprise, donc des informations pratiques, mais aussi les activités de différents services, voilà, ce genre de choses, la vie de l'entreprise. On peut également trouver des articles divers et variés en rapport avec le secteur d'activité de votre entreprise. C'est toujours un travail de veille, dans le même sens que pour les réseaux sociaux. Et dans le cadre de certains journaux internes, on peut trouver la vie sociale de l'entreprise. Donc, si par exemple, je ne parle pas forcément en temps de crise, mais s'il y a eu une naissance, voilà, ce genre de choses, un nouveau salarié qu'on veut mettre en avant, un nouveau service qui est créé, voilà, l'aspect plus social de l'entreprise. Pour le journal, il va falloir trouver un nom percutant, court et qui est facile à retenir. Pas besoin de chercher un nom à rallonge et trop compliqué, il faut que ça soit un nom qui
qui s'imbriquent dans les esprits. Donc, ça peut très bien être la lettre RH, ce genre de choses, ou tout simplement le journal interne le nom de votre entreprise. Ça, c'est libre à vous et c'est bien d'y réfléchir. En ce qui concerne le format, ça peut passer de la lettre d'information toute simple qui est envoyée à tous les salariés par mail en même temps, par exemple, que le bulletin de salaire. Je sais que ça se fait beaucoup. Ou alors, ça peut être plus étoffé, avec plusieurs pages, sous forme de petit journal, avec plus d'informations à partager, qui peut être disponible en version papier à l'accueil de l'entreprise, ou alors qui sera hébergé sur une plateforme en question et visualisable par PDF. Voilà. Les règles graphiques, pardon, donc ça va revenir à ce que disait Céline, de respecter la charte graphique et l'identité de votre entreprise. Voilà, pour que l'identité visuelle, même en interne, soit toujours reconnue. Le support, donc comme je vous disais, donc soit du papier, soit du digital, après libre à vous. Le papier n'a pas le même impact et n'a pas la même durée, voilà, et la même facilité de diffusion. Comme je vous disais, beaucoup font le choix de faire ça au format donc, PDF et d'héberger sur une plateforme qui peut être justement après diffusable par mail ou sur des groupes internes à l'entreprise, donc via WhatsApp ou Facebook, des groupes internes à votre entreprise, ça se fait. Donc le choix est libre à vous, mais ça doit vraiment s'ancrer dans vos objectifs de communication et votre plan de com au sein de l'entreprise. Et la fréquence, toujours comme je disais, suivant le flux d'informations que vous avez à distribuer, ça peut être mensuel ou trimestriel. Pour un journal interne, ce qui est préconisé, c'est plus de mensualiser, voire de faire au trimestre que toutes les semaines, parce que en termes de contenu, ça sera beaucoup plus light que si on fait un contenu par mois. Voilà. Le contenu à l'année aura beaucoup moins d'impact. Par contre, de faire un numéro annuel, ça aura beaucoup moins d'impact parce que on voudra aller à l'essentiel, mais il y aura quand même 12 mois de l'année qui seront écoulés, donc il faut faire le tri tout en informant ses salariés. La bonne fréquence en termes de journal interne, on préconise ce qui est mensuel ou trimestriel. Voilà. En newsletter, nous avons également les newsletters externes. Donc, il y a des similitudes avec les newsletters internes. Les objectifs, après, ça sera pas les mêmes. C'est un outil qui est plus adapté pour soigner la relation client-entreprise et l'image de votre structure. Ça va vous permettre du coup de communiquer avec votre public, vos contacts commerciaux, les contacts professionnels de votre secteur d'entreprise, d'activité. Voilà, c'est dans un but de vous faire connaître. C'est tout simplement l'entreprise qui va parler d'elle de l'intérieur en partageant ses moments de vie vers l'extérieur, en d'autres mots. Donc, les supports, toujours papier ou digital. Le papier apporte plus en termes d'image, mais le coût n'est pas le même, bien évidemment, qu'une newsletter qui sera envoyée par mail à votre liste de contacts ou bien via les réseaux sociaux ou via une plateforme, tout comme l'interne. Hein, voilà. Et le rythme de publication du digital sera plus simple à suivre que le rythme du papier avec le temps d'impression, etc. etc. Par contre, attention à ne pas tomber dans l'excès, à ne pas bombarder votre liste de contacts de newsletter où justement le flux d'informations sera minime. Donc les objectifs en termes d'externe, c'est se faire connaître et mettre en valeur votre savoir-faire, votre activité et votre structure. Fidéliser et informer des revendeurs sur vos services ou sur vos offres. Fidéliser vos clients. Informer sur vos activités, sur vos événements, sur des événements qui sont en lien avec votre secteur d'activité. Voilà. Mais c'est aussi, en temps de crise, faire connaître votre activité si elle n'était pas connue avant et montrer justement que vous continuez de produire votre activité, vos services et la vie de votre entreprise. Et par exemple, si votre structure peut proposer des produits, des offres, des services utiles en temps de crise, c'est le moment justement, vous allez via les newsletters externes, de démarcher et de montrer ce dont vous êtes capable en termes de produits. Pour le contenu en externe, ça peut être plus varié que pour une communication en interne. Alors, en termes de contenu, ça va être différent des réseaux sociaux. On peut proposer des tutoriels, des astuces
voilà, en rapport avec votre secteur d'activité. On peut également trouver une rubrique Le saviez-vous avec des petites infos choc sur des sujets. Le saviez-vous. Après, c'est à vous de structurer votre discours. On trouvera également vos actualités. C'est le moment de parler de votre actualité, donc le lancement de produits, de services, vos activités, les activités de l'entreprise, les événements à venir. Bon, en temps de crise, c'est un petit peu plus délicat en termes d'événements, mais libre à vous de proposer vos offres et vos services, justement, et l'actualité de vos partenaires. Voilà, vos partenaires ou les personnes avec les structures avec lesquelles vous faites peut-être des fois du partage sur les réseaux ou avec lesquelles vous travaillez conjointement, ça sera l'occasion peut-être de les mettre en avant dans vos journaux externes et ça sera contrebalancé dans l'autre sens. On ne peut pas parler de promotion, mais on parlera de vous. Voilà. En termes de contenu qui peut être original, ça peut être aussi la publication du mois. Donc la publication du mois sur les réseaux sociaux qui a le plus marché, qui a le plus eu d'impact. Voilà, donc c'est aussi... On communique en newsletter, mais c'est aussi pour dire, rappelez-vous, je suis sur les réseaux sociaux, venez suivre notre actualité au quotidien, plus facilement sur les réseaux sociaux. Ça sera plus impactant qu'un journal qui vont attendre peut-être tous les 15 jours ou tous les mois pour le journal externe distribué au public. Ça peut être la photo du mois également, une photo d'un service, d'un salarié que vous voulez mettre en avant, d'une activité, pareil, un petit encart, la photo du mois. Et ça peut être des avis clients, si vous êtes un secteur où il y a potentiellement des avis, ça peut être les avis clients ou des bons retours, voilà, des expériences qui ont été effectuées au sein de votre structure. Le but, c'est vraiment de mettre votre entreprise au cœur de l'info et l'humain au cœur de l'info, surtout en période de crise, pour vous faire connaître. Donc, les points essentiels à retenir en ce qui concerne les newsletters, c'est vraiment ancrer aussi bien l'interne que l'externe dans votre plot de communication. Définissez vos cibles, vos objectifs et vos objectifs éditoriaux, surtout avec un plan éditorial en termes de contenu. La fréquence de diffusion est très importante à définir pour ne pas partir dans tous les sens, si je puis dire. La partie visuelle et graphique, comme disait Céline, est également très importante à mettre en avant pour toujours conserver l'identité de votre entreprise. Et il faut vraiment bien doser l'image et le texte pour que cela ne soit pas redondant et que votre newsletter soit agréable à parcourir pour les lecteurs. Donc ça, c'est les clés de journaux d'entreprise réussis, si je puis dire. Donc pour la partie newsletter, c'est bon pour moi. Donc en termes de conclusion, ce que je peux rajouter, c'est vraiment de définir un plan de communication élaboré aussi bien pour le digital que pour le print que pour les newsletters, avec des objectifs, des cibles et bien définir ce que vous voulez en termes de contenu et de fréquence éditoriale. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Céline. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, excusez-moi. Je t'entends, Camille. Ok, bon, pas de souci. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Céline, en termes de contenu, ou si on peut passer aux questions. Pour les newsletters, non, c'est bon, si ce n'est que, comme on a pu le dire, il faut penser à synthétiser son contenu aussi, ne pas mettre trop non plus de texte, Oui. Qu'il ne soit pas trop condensé, il faut que ça soit assez aérien pour que, comme l'a mentionné Camille, les utilisateurs aient plaisir à le lire et surtout aient envie de le lire. Exactement. Il faut que ça soit assez dosé et qu'il y ait le bon contenu en termes d'information et de visuel. Voilà. Alors maintenant, nous allons laisser place à vos questions. Donc, on a vu que vous avez posé quelques-unes dans le chat. D'écran, pardon. Hop. Alors, je reprends le chat. Je remets la vidéo. C'est bon, tu as... Oui, je vais prendre la première question. Bon, je pars du haut pour aller vers le bas, on va faire comme ça. Hein. Mais en fait, moi, elles ne s'affichent pas toutes chez moi. J'ai la dernière question seulement. Ouais. Bah, à la limite, je vais les lire si tu veux et puis on répond en même temps comme ça.
Alors, la première question, du coup, c'est d'Edith. Impression veut dire que la personne n'a pas cliqué sur la publication, mais l'a vue sur son fil d'actualité. Alors, ça, c'est pour le digital. Impression, c'est en effet que c'est que le visuel, que ce soit une vidéo ou image, est apparu sur le fil d'actualité de l'utilisateur, mais qu'en scrollant, même s'il ne s'est pas arrêté, mais en scrollant, il est tombé dessus et donc de toute façon l'a quand même réceptionné en soi. Même si ce n'est pas une réception consciente, il a réceptionné ce qui est passé devant lui. Exactement. Il y a plusieurs types d'impressions. Après, oui. Voilà. On peut le voir avec les statistiques, quand on va vraiment dans le fond des pages Facebook ou Instagram, il y a des impressions plus ciblées avec derrière, la personne clique dessus ou, comme disait Céline, elle l'a seulement aperçu dans son fil d'actualité. Mais on parle quand même d'impression, c'est-à-dire que la publication est arrivée à l'internaute. Et puis, lorsque vous faites une campagne, ça permet aussi de définir la portée de votre publication sur le nombre d'appareils qu'elle est parue. Voilà. Ok. Alors, deuxième question. Ça, je pense que ça sera plus pour toi, Céline. Est-ce qu'on ne doit pas préciser quand on fait une affiche qui peut véhiculer un message de santé publique ou contre-productif à des objectifs de santé publique, consommation d'alcool, préciser que c'est humoristique ou parodique? Ce n'est pas toujours nécessaire parce que malheureusement, nous ne pouvons pas tout le temps anticiper la perception de l'utilisateur. Nous avons pour responsabilité de doser notre communication, de la rendre adéquate à ce que nous voulons transmettre, mais nous ne pourrons pas forcément tout le temps, à tout prix, gérer la sensibilité de l'utilisateur, de celui qui la reçoit ou qui la perçoit. Si c'est dans votre charte éditoriale de toujours employer un ton humoristique, sarcastique ou ironique, peu importe, il va de soi que vos utilisateurs, que vos clients connaissent votre caractère, ils connaissent les valeurs de votre structure, donc ils savent que c'est humoristique. Il y aura toujours, malheureusement, il y aura toujours des clients qui ne vont pas le percevoir comme vous voulez le transmettre et qui feront les commentaires négatifs. Mais ça, c'est le rôle du community manager, justement, de modérer ces commentaires-là et d'éclairer l'utilisateur qui n'a pas compris. Mais ce n'est pas nécessaire de l'inscrire sur le visuel ou d'indiquer que c'est à titre humoristique, pardon. Ou alors, dans votre description, enfin dans le message que vous mettez qui accompagne le visuel, vous pouvez mettre des emojis, des émoticônes. Ça fonctionne toujours, ça permet à l'utilisateur justement de cerner votre tonalité, votre ton. Je suis d'accord. Rien à rajouter. Alors, question suivante. Comment monter un plan de communication digitale rigoureux et pertinent, notamment lorsqu'en période de crise, nous sommes soumis à son évolution? Là, je vais prendre l'exemple de un ou deux clients avec qui j'ai élaboré des plans éditoriaux ces derniers temps. Effectivement, en termes de contenu, ça peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de l'évolution de la crise. Donc, ce contenu-là que l'on va partager de façon épisodique, je ne l'inclus pas dans le plan de com, mais je me force dans le plan éditorial à conserver des rubriques qui sont toutes les semaines, qu'on retrouvera sur les réseaux sociaux. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des fiches pratiques, la vie de l'entreprise, ou toutes les semaines, suivant votre domaine d'activité, publier une offre ou un service ou un moment d'activité de l'entreprise. Ça, il faut que ça soit vraiment ancré dans votre plan de communication, des choses qui seront dans le temps, toutes les semaines. Après, en termes de contenu, effectivement, on est en temps de crise, ou même pas forcément en temps de crise, on fait de la veille, ce qu'on appelle. Donc, ça va être au fil de l'eau et on va faire du partage, ou s'il y a des infos qui tombent en dernière minute, oui, on peut créer un visuel, on peut créer une publication. Mais il faut vraiment, dans l'idée de créer son plan éditorial, toujours avoir des rubriques pertinentes et qui reviennent toutes les semaines, comme des rubriques. Voilà, se forcer à avoir des rubriques qui reviennent. Voilà. Et aussi, il faut penser à ce qu'on appelle la curation, qui est, comme a pu l'évoquer Camille, le repartage d'articles. Aussi, si vous n'avez pas de contenu, si vous avez fait un calendrier éditorial éventuellement et que vous savez que tel ou tel jour, vous partagez des posts, un type de post précis par jour,
cela ne vous dispense pas de parfois partager un article qui vous a semblé pertinent et qui pourrait l'être pour vos utilisateurs aussi. Et voilà, ça peut être des articles ou partager des vidéos. Exactement, c'est jamais trop. C'est pas parce que vous avez programmé une publication sur l'activité de votre entreprise que vous devez vous dire non, je partagerai pas l'article de telle autre page parce que j'ai déjà publié aujourd'hui. Pas du tout. Certes, faut pas partager toutes les heures et oppresser l'utilisateur, mais faire de la veille, ce n'est jamais oppressant. Alors, comment stimuler l'envie des salariés d'aller régulièrement sur le site intranet où sont diffusées les infos et supports de com interne de notre entreprise? Mais c'est là l'intérêt de la newsletter, justement, de la rendre attractive, suffisamment attractive pour que les employés aient envie de parcourir le site. Donc, l'intérêt de mettre des bons visuels, pourquoi pas des vidéos aussi sur une newsletter, on peut intégrer, c'est ça la magie du digital. Ça peut être ça, ça peut être éventuellement si vous avez des groupes, parce que cela arrive aussi que certaines entreprises aient des groupes Facebook, au sein de ces groupes-là, vous puissiez régulièrement renvoyer vers le site de votre entreprise. Il y a plein de moyens dans la communication pour permettre à vos employés de s'intéresser à la structure. Et il ne faut pas que s'axer sur la communication digitale pour cela. Il y a aussi comment vous communiquez au cœur de l'entreprise, comment vous interagissez avec les autres. Donc, si dans votre démarche, souvent vous refaites appel à ce site, justement, si vous l'évoquez, ça poussera vos employés à le faire. Ça peut être aussi par le biais d'affichage, un petit affichage qui est là dans vos locaux, qui rappelle que vous avez une plateforme. C'est ça. Alors, vous avez parlé de charte éditoriale, plan de communication. Quelle est la différence? Un plan de communication, c'est tout l'accompagnement de votre communication, que ce soit votre communication interne, que ce soit votre communication externe. Le plan de communication établit la stratégie de communication de votre entreprise. La charte éditoriale, c'est votre identité. Tout à l'heure, j'ai évoqué les valeurs. Votre charte éditoriale reprend vos valeurs. Elle reprend vos valeurs. Je peux prendre un exemple d'une page web, enfin, on va dire Orange, par exemple. Orange Caraïbes, sa valeur, enfin sa charte éditoriale, elle sera axée sur sa communication, sur son identité et sur peut-être certaines catégories de postes qu'ils font. Et donc, vous la retrouverez tout le temps. Vous saurez que Orange Caraïbes, ils vont faire des publicités très, comment dire ça, qui ont encore une histoire particulière, contrairement à d'autres opérateurs téléphoniques qui, eux, vont se contenter juste de communiquer. Eux, dans le schéma de communication, ce sera toujours une histoire qui va toucher l'affect, contrairement à d'autres. Ça fait partie de la charte éditoriale. C'est-à-dire que pratiquement tous vos posts seront orientés vers ça, vers l'affect de l'utilisateur, comment vous interagissez avec lui, quel lien que vous voulez avoir avec lui. La charte éditoriale, elle permet d'établir ça. Et le plan éditorial, contrario, c'est ce qu'on appelle, c'est à la fois, c'est aussi la ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale, que je raconte le plan éditorial, désolé. La ligne éditoriale, c'est la charte éditoriale. Le plan éditorial, c'est le programme. C'est la programmation de vos publications, de la diffusion de vos informations. Ça peut être aussi bien dans le digital qu'en print. Donc, si vous avez décidé que tous les trimestres, vous distribuez un journal ou bien des dépliants, ça fait partie de votre plan éditorial. Sur Facebook, tous les mercredis, ce sera la note de l'entreprise. Et puis, tous les vendredis, ce sera un post plus général. C'est votre plan éditorial. Voilà. Les termes se ressemblent, mais il y a beaucoup de nuances. C'est ça. Alors après, j'ai vu… Non, oui, les mots sont similaires, mais les utilisations sont plus ciblées en fonction
de la charte graphique, vraiment, du contenu sur les réseaux sociaux et le plan de communication en général. Il faut vraiment faire la part des choses. Après, en termes de calendrier éditorial, de plan éditorial sur ce qu'a terminé Céline, en d'autres mots, pour un peu plus les séparer, on parle de calendrier en fait. Voilà, vous faites un calendrier sur le mois d'août sur ce que vous voulez faire en termes de communication, aussi bien visuel qu'affichage, que digital. Et après, s'il y a vraiment beaucoup de choses à faire en termes de communication, vous pouvez faire un calendrier par support. Donc, moi, par exemple, avec les clients avec lesquels je travaille, j'ai un calendrier éditorial uniquement pour les réseaux sociaux et le digital, pour m'y retrouver. Voilà, qu'on remplit ensemble, qu'ils m'envoient ou que moi, je leur propose et après, c'est adapté. Et en soi, l'un ne va pas sans l'autre. La charte éditoriale, c'est elle qui va définir tout votre plan d'action, puisque c'est votre identité. Le plan de communication, c'est dedans que vous allez intégrer votre plan éditorial. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir un plan de communication bien défini, une ligne que vous allez suivre peut-être jusqu'au bout, tout au long de l'évolution de votre structure. En revanche, le plan éditorial, lui, il peut être réadaptable, notamment en situation de crise. Voilà. À adapter en fonction de la situation, mais avoir un plan global de base. Voilà. J'ai vu une question de Nicolas. Pour quelle fréquence de newsletter externe serait pertinente dans le cadre de MS Consulting, par exemple? Je vais prendre le cas de MS Consulting qui, justement, propose des services et des offres très pertinents pour les structures, les entreprises en temps de crise. Donc, il me semble que Maëva, elle fait ça toutes les semaines pour l'instant. En fait, moi, je t'ai posé la question, je sais qu'elle fait des publications, enfin, on travaille sur des publications chaque semaine, oui. Mais c'était le format newsletter externe. On avait parlé une fois avec Thierry et toi de faire un petit format de newsletter qui serait mensuel. Mais on n'avait pas acté les choses. Donc, j'aimerais savoir si, hormis la publication régulière que nous faisons sur les réseaux sociaux, si on a une publication ponctuelle pour se faire connaître, pour indiquer des informations comme le saviez-vous, etc., à quelle fréquence tu penses que ça pourrait être possible? Mais ce serait un autre support, en fait. Un autre support, ces offres, de toute façon, il faut continuer à les diffuser toutes les semaines parce qu'en ce moment, c'est pertinent ainsi que les services. Après, en termes de newsletter, avec du contenu un peu plus large et avec plus d'infos, on peut partir sur une newsletter par mois. Ou tous les 15 jours dans un premier temps. Tous les 15 jours, 2 par mois, c'est pas mal. Tous les 15 jours, comme ça permet d'avoir du contenu quand même assez centralisé sans envoyer une newsletter vide à la fin du mois. Ok, d'accord, ça marche. Il faut éviter de trop accaparer l'utilisateur, en fait. Voilà. Le client, il faut éviter de charger ses boîtes de réception parce qu'il y a un phénomène, je pense que nous sommes tous victimes de cela. Nous nous abonnons à des newsletters et puis au bout d'un moment, nous ne les lisons plus parce qu'on en reçoit beaucoup. Mais quand on y passe. Donc, il y a des fois, ça peut être une newsletter hebdomadaire. Au début, ça va, et puis au bout d'un certain temps, on ne lit plus, on va en lire une dans le mois. Donc, il faut faire attention à ça. Ouais. D'accord. Ok, merci. Avec parcimonie et pertinence. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait une autre question au-dessus. Doit-on, quels que soient nos objectifs, mettre à jour nos listes d'abonnés ? J'observe une augmentation des abonnés, mais pas forcément l'atteinte des objectifs de performance, ouverture, clic. Mais l'objectif est d'informer sur la santé, pas d'avoir un taux d'ouverture énorme. Est-ce que cela a un impact sur notre performance si on continue d'envoyer la newsletter à des abonnés qui n'ouvrent pas? Tu veux relire? C'est la question qui… c'est l'avant-dernière question. Si tu veux la relire. En fait, la question, ça sera peut-être plus simple. Oui, voilà. On envoie, c'est l'Observatoire régional de la santé de Guyane, on fait une lettre d'information qu'on envoie tous les mois. Et même si les gens s'abonnent, il y a de plus en plus à chaque fois des abonnés. Désolée, il y a ma fille qui pleure parce que je ne m'occupe pas d'elle parce que je suis en formation. Alors, il y a… alors du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, on voit une augmentation des abonnés, mais malheureusement, en contrepartie, on voit que tous les abonnés n'ouvrent pas systématiquement les mails, enfin la lettre d'information, la newsletter.
Mais je continue en fait à leur envoyer chaque mois puisqu'ils font partie des abonnés, la lettre information. Et je me demandais est-ce que ça n'avait pas un impact contre-productif parce que en fait justement, c'est le même truc qu'on observe nous, on est submergé d'informations, on reçoit à chaque fois. Et l'impact, ça peut avoir un désintérêt du coup total pour ce que l'on fait parce qu'on continue à leur envoyer des choses alors qu'ils apparaissent comme non intéressés. Donc, est-ce que je dois les supprimer de la liste des abonnés? Enfin, je veux dire, ne pas leur envoyer le mail quand je vois qu'au bout de 3 lettres d'information, ils ne lisent plus? Ou est-ce que je dois continuer à leur envoyer en prenant le risque qu'ils se désintéressent? Alors, déjà la première question, c'est est-ce que ce nombre d'abonnés qui n'ouvrent plus la newsletter, pardon, est important? Quel est son pourcentage sur le nombre d'abonnés que vous avez? Si c'est un pourcentage assez significatif, il faudrait songer à ce qu'on appelle le retargeting, c'est-à-dire songer à réévaluer votre ciblage ou réévaluer votre stratégie de communication. Donc, peut-être ralentir les newsletters, la diffusion de newsletters, et puis procéder à d'autres canaux de communication. Peut-être faire une communication plus importante sur vos plateformes et diminuer la newsletter. En revanche, si ce nombre-là ne représente pas une majorité très importante chez vos abonnés, en soi, vous pouvez continuer la même stratégie parce que de toute façon, s'ils restent abonnés, c'est qu'ils y trouvent toujours un intérêt. C'est qu'ils savent qu'à un moment donné, ils verront peut-être un titre qui va les interpeller, donc ils maintiennent la newsletter. Donc ça, voilà, c'est vraiment en fonction du nombre de personnes qui se désintéressent que vous pourrez vous pourrez prévoir un autre plan de communication. J'espère que j'ai pu bien répondre à votre question. Oui, on t'a écouté. Oui, très bien. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Je crois que c'était la dernière question. Ok. Je recheck le chat, mais s'il y a une ou deux dernières questions, c'est le moment avant qu'on coupe. Ou après, comme disait Thierry, il y a la possibilité de nous contacter courant de la semaine prochaine pour en discuter plus longuement. Bon, merci mesdames et messieurs. Je vais vous quitter, Madame Clétin. Je suis prise par le temps par rapport à mon travail. Voilà, je vous dis merci et à très vite. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis et puis peut-être à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, pour nous aussi, du coup, s'il n'y a plus de... Ah si, ah non, je crois que c'est une question. S'il n'y a plus de questions, nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et nous l'espérons, vous fournir d'autres webinaires, peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas dans les semaines à venir. Et là, ce sera pas en équipe, mais ce sera des webinaires en fonction de nos domaines et qui seront beaucoup plus définis. Voilà. On sera sur des thématiques, nous vous tiendrons informés, mais ce sera sur des thématiques diverses, en fonction soit de l'actualité ou en fonction aussi de ce qui pourrait être susceptible de vous intéresser dans le développement de votre communication. Et nous vous tiendrons informés par le biais de newsletters. Voilà. Et sur nos réseaux sociaux aussi. Donc, si vous n'êtes pas abonné, allez nous suivre sur la page de Creolsy. Sur Facebook et LinkedIn, on fait notre pub. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Très bien. Bonne journée à tout le monde. Merci à tout le monde pour l'écoute. Au revoir. Merci. À bientôt. Et bonne journée. Bye bye. Merci, au revoir. Ciao.